Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire qui a pour thème les économies africaines face au Covid, état des lieux et perspectives dans les trois régions du continent africain. Sans plus tarder, je vous présente les deux intervenants qui, une heure durant, partageront leur expertise et croiseront leur point de vue analytique sur le sujet. Honneur aux femmes, on dit. Donc, je vais commencer par Sarah Bertin. Merci. Je rappelle que vous êtes chef économiste pays à la BAD, la Banque africaine de développement, fonction que vous occupez après avoir été macroéconomiste au FMI, département Afrique, et vous avez comme spécialité celle des dettes africaines. Donc, ça va être aussi un sujet qu'on va largement aborder, me semble-t-il, en long et en large et en travers durant ce webinaire. Bonjour et bienvenue également à Blaziz Lahlou, directeur économie chez Attijari Global Research. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un master en consulting à l'école Hassania des ingénieurs et que vous avez avec vous ou derrière vous, peu importe, 20 ans d'expérience et d'expertise en études économiques et financières. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce webinaire et à faire en sorte qu'il nourrisse en tout cas en termes d'information, de data et d'analyse. Alors je rappelle le thème, les économies africaines face au Covid, état des lieux et perspectives dans les trois régions du continent africain. Peut-être démarrer avec vous, Sarah Bertin, sur l'impact Covid, confinement dans ces trois zones géographiques, déconfinement, reconfinement partiel, reprise d'activité. Votre appréciation de tout cela? Alors, il y a chaque pays, là on regarde plus particulièrement six pays, des pays en Afrique du Nord, des pays en Afrique subsaharienne, et chaque pays a suivi sa propre politique sanitaire avec des confinements soit durs et longs, comme dans le cas du Maroc, soit beaucoup plus soft et tout aussi long d'ailleurs dans le cas de l'Égypte, puisque l'Égypte, par exemple, n'a pas eu vraiment de confinement. Elle a eu une restriction des heures ouvrées. Elle a eu un espace aérien fermé avec l'arrêt du tourisme. Donc, chaque pays a eu une expérience différente. Néanmoins, quelle qu'ait été la durée du confinement, chacun des pays a fait face actuellement à des conséquences sanitaire, humaine et économique de cette pandémie. Cette pandémie, comme on va l'aborder beaucoup pendant l'heure qui vient, a à la fois une dimension sanitaire et coût sanitaire, mais elle comporte également un choc exogène, puisque les partenaires commerciaux de la majorité de ces pays, hors leur tourisme, hors leurs revenus de l'étranger, ont été affectés par la pandémie. Et elle comporte aussi un choc endogène, puisqu'on a des chocs sur l'économie liés à l'arrêt des lignes de production ou bien à un choc sur la demande lié à une baisse des revenus ou à un confinement qui a eu un impact sur la demande des biens. On a vu tout de suite, après le début de la pandémie, une augmentation des biens de nécessité première, farine, sucre, huile, et puis après, ça s'est stabilisé. Voilà. Alors, je ne vais pas être la seule à parler, parce qu'on est deux, Vous êtes mais complètement, et c'est… d'autant plus qu'Abdelaziz Lahlou est impatient de parler. Je sais qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet, qu'il a beaucoup de data à partager avec nous sur les différentes étapes, en fait, en termes de temporalité des différents pays durant ces différentes phases de confinement, de déconfinement, de reconfinement parfois partiel dans la perspective d'une reprise d'activité économique. Abdelaziz Lahlou. Merci, Monsieur Hilaoui. Ce que je voudrais signaler, c'est que quand même le niveau de développement de la pandémie n'a pas été le même parmi ces six pays. Le Maroc, si on se réfère au nombre de décès, parce que finalement c'est une, si je puis dire, une finalité, c'est le pays avec l'Égypte, conjointement avec l'Égypte, qui enregistre le plus grand nombre de décès, 6 décès par 100 000 habitants. Il y a un graphique qui va s'afficher au niveau de l'écran du nombre de décès par 100 000 habitants. Alors que l'Afrique subsaharienne a démontré, bon, si on arrive à scientifiquement le prouver, à une certaine résilience, une certaine immunité vis-à-vis du virus, où les chiffres parlent de 1,7 pour le Cameroun, 1,7 décès par 100 000 habitants.
1,9 pour le Sénégal et même 0,5 décès par le Côte d'Ivoire. Ces chiffres, forcément, sont un peu biaisés parce que le nombre de tests influence longuement et fortement le nombre de cas, bien entendu, et le nombre de décès. Nous, on se réfère quelque part aux chiffres officiels de l'OMS. Mais en tout cas de figure, la pandémie, selon ces chiffres-là, la pandémie est la plus développée, est très développée, aussi bien au Maroc qu'en Égypte, qu'en Tunisie. Et donc, c'est ça ce qui donne logiquement des stratégies aussi, qui donne aussi des stratégies différentes de cloisonnement, de confinement. Il y a ce confinement qui a eu un impact majeur sur les populations, mais aussi, moi je dirais aussi la clôture des frontières, parce qu'on est dans des modèles économiques qui sont ouverts, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Égypte, ou dans une moindre mesure par rapport aux autres pays de l'Afrique subsaharienne. La clôture ou la fermeture des frontières a beaucoup impacté les économies respectives. Est-ce que ça veut dire, par rapport à ce que nous disait précédemment Sarah Bertin, il faut tenir compte aussi du fait de spécificités par pays? Prenez l'exemple de l'Égypte, par exemple, qui a eu un confinement extrêmement léger et qui a plutôt priorisé la reprise d'activité économique le plus rapidement possible, contrairement peut-être aux pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc ou la Tunisie. Alors, il est vrai que dans le cadre de l'Égypte, il n'y a jamais eu de confinement tel que le Maroc ou la Tunisie ont pu en faire l'expérience. Néanmoins, il y a eu un couvre-feu, il y a eu des restrictions durant le week-end, il y a eu, si vous voulez, les heures pendant lesquelles les activités commerciales pouvaient avoir lieu se sont rétrécies énormément. Ça a été fermé aux touristes étrangers. Le tourisme en Égypte, ça représente quand même 25% des exports. Donc, c'est assez énorme. Hein. C'est comme dans le cadre du Maroc. Ce sont des devises étrangères. Donc, le Maroc a tiré sur sa ligne de protection avec le Fonds monétaire international. L'Égypte a eu accès au financement, à la ligne de financement spécifique mis en place par le Fonds monétaire très très rapidement après le début de l'épidémie. Ils ont également signé un programme d'1 an. Donc, il y a eu des fonds qui ont été libérés très rapidement. D'autres pays d'Afrique subsaharienne bénéficient également de fonds des organismes internationaux. Il y a bien évidemment aussi la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui participent à la sauvegarde économique et des comptes courants de ces pays-là. Il va sans dire que l'arrêt du tourisme en Afrique du Nord a un impact. Hein. Alors, ça a un impact différent selon les pays, puisque que ce soit la Tunisie, le Maroc ou l'Égypte, chaque pays a un modèle touristique différent. La Tunisie, on est sur des séjours courts d'1 semaine dans un tourisme de masse peu onéreux. L'Égypte, on est sur du tourisme d'1 semaine, 15 jours, très haut de gamme, très onéreux. Tourisme plus de type archéologique et historique. Le Maroc est le pays qui a une offre touristique la plus diversifiée. Donc, on va voir comment ça va survivre, se rétablir à la suite de la pandémie. Je sais moins dans le cadre de la Tunisie, mais je sais que dans le cadre de l'Égypte et du Maroc, il y a un effort des autorités pour développer le tourisme interne qui pourrait être à court terme et à moyen terme une manière de tempérer la baisse de ce secteur parce que ce secteur, ça a un effet sur les comptes courants, c'est quand même des devises qui rentrent dans le pays et ça a un impact économique aussi. Et ça n'a pas un impact économique que dans le secteur de l'hôtellerie, particulièrement au Maroc, qui est arrivé à développer un modèle où chaque touriste crée beaucoup de petits emplois. Que ce soit l'artisanat qui est très développé, que ce soit le personnel qui vend des choses autour des hôtels, c'est pas seulement le personnel travaillant dans l'hôtel. Un écosystème. Donc, effectivement, voilà. On va revenir là-dessus, mais je voulais voir avec Abdelaziz Hlou sur
sur les impacts différenciés à la lumière de ce que vient de nous dire Sarah Bertin également. Est-ce que la période de confinement qu'a choisi chaque pays va conditionner et conditionne d'ores et déjà la reprise d'activité économique? Prenons le cas de l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est un cas spécifique. L'Égypte clôture ses comptes au 30 juin. Et donc, forcément, l'impact de la pandémie va être apparent, a priori, sur l'année qui va être clôturée au 30 juin 2020 et en partie sur l'année qui va être clôturée au 30 juin 2021. Donc, c'est à cheval. Maintenant, que le Maroc ait ouvert ses frontières ses frontières et commence à recevoir des touristes à partir du mois d'octobre, ou bien que ce soit la Tunisie ou l'Égypte qui ont ouvert leurs frontières beaucoup plus tôt, je ne pense pas que le secteur touristique puisse reprendre très rapidement durant l'année 2020, spécifiquement avec toutes les restrictions qu'il y a eu et vu l'explosion des cas de Covid qu'on a vécu en Tunisie juste après l'ouverture des frontières. Et donc, forcément, on est dans une situation délicate. On a besoin d'un petit peu de tempérer et de ne pas accélérer l'arrivée des touristes pour ne pas avoir un effet inverse. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, Abdelaziz El Ahlou, quelle que soit la durée en fait, de confinement de chaque pays, il y a cette donnée aujourd'hui qui est un petit peu facteur exogène de l'épidémie qui peut reprendre à tout moment, ce qui fait qu'il n'y a pas d'oralité homogène en fait, pour chaque pays du territoire. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui soit vraiment ait pris la meilleure décision, parce qu'on est toujours dans cette situation délicate. Est-ce qu'on va préserver l'économie? Est-ce qu'on va préserver la vie humaine? C'est une décision charnière et on est toujours dans cet arbitrage qui est très difficile. La vie humaine, on le dit, elle n'a pas de prix, mais la préserver s'avère très, très, très cher en termes de croissance économique, de coûts budgétaires et d'impact sur les équilibres et aussi extérieurs. Les comptes, en fin de compte, les impacts sont très, très forts sur les économies respectives, notamment pour le Maroc et la Tunisie. On va le voir plus tard qu'on a effacé 2 années de croissance suite à cette stratégie de confinement. Et il y a d'autres impacts. Il n'y a pas que le confinement qui a fait ça. Effectivement, on va y revenir tout de suite. D'ailleurs, parce qu'on va aller sur la facture, effectivement, facture économique Covid. Mais Sarah Bertin, par rapport à ce que vient de nous dire Abdelaziz El Ahlou, est-ce que vous inscrivez pleinement dans son propos ou vous avez une vision un peu plus décalée? Alors, si vous voulez, je m'inscris tout à fait dans son propos. Quand on regarde les données des spécialistes du secteur touristique, ce qui n'est pas mon cas, on ne prévoit pas de retour de l'industrie touristique. D'abord, peut-être elle ne sera même plus jamais celle qu'on a connue, mais vers des taux plus élevés de nombre de touristes qui arrivent avant 2022-2023. Les touristes qui vont en Afrique du Nord viennent principalement de pays européens, France, Italie, Espagne, Allemagne et certains pays asiatiques de type la Chine, dont le tourisme commençait à monter. Donc, même si les pays d'Afrique du Nord rouvraient leurs frontières, il n'est pas certain que les habitants de l'Europe ou de l'Asie recommencent à voyager. Et ceci pour différents facteurs. La première des choses, c'est qu'on le voit en Europe, il y a une vague d'infection. Donc, les gens ne voyagent pas pendant les périodes de vagues d'infection. Et deuxièmement, il y aura quand même une perte de pouvoir d'achat et une crise économique. L'Europe est extrêmement touchée, avec des pays qui vont avoir moins de 10% de croissance sur l'année 2020. Donc, il y a assez peu de chances que le nombre de touristes en provenance de ces pays soit aussi élevé qu'avant. Je voulais rajouter une petite spécificité sur l'Égypte qui est importante. Donc, à la fin de l'année 2020, on a des prévisions économiques. Le Fonds monétaire, dans le World Economic Outlook, qui est publié
durant les meetings annuels au mois d'octobre, qui sont les estimations les plus récentes. Elles sont plus récentes que les dernières que la Banque africaine de développement avait fait, qui dataient de juin-juillet, où on était à plus 2,2 de croissance pour l'Égypte. Le Fonds monétaire semblerait indiquer plus 3,5%, ce qui fait de l'Égypte une exception en Afrique et une des exceptions au monde. Je tiens à dire que sur les 70 dernières années, l'Égypte n'a été en situation de crise économique seulement une fois. Il y a eu une récession aux 70 ans pendant la guerre des 6 jours, et qu'une des spécificités de l'Égypte, c'est 100 millions d'habitants, avec une population médiane très très jeune, et une consommation très forte, une consommation très résiliente, même si on a vu qu'elle baissait après la crise économique de 2016, mais une consommation qui représente plus de 83% du PIB, donc ce qui a tendance à atténuer les chocs, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Maintenant, on parlait, vous avez soulevé la facture économique, on a déjà, et on va continuer à avoir une facture économique. Alors, on a une facture économique avec un effet sur les balances courantes, ça c'est le choc externe dont on parlait tout à l'heure, avec les exports qui baissent. Alors, soit ils baissent parce qu'il y a des pays où les chaînes de production ont été interrompues. On pense particulièrement à l'agroalimentaire au Maroc, où on a quand même eu les exports du secteur de la pêche qui ont baissé par 40%, parce que les chaînes de refroidissement, moins de bateaux qui partaient, donc à la fois une baisse de l'offre et puis aussi une baisse de la demande de l'autre côté, donc on a les deux. Donc une baisse sur les exports, certains pays une baisse sur les imports. Encore une fois, en Égypte, on a vu que les importations avaient baissé pendant Q1 et Q2 parce qu'il y avait moins d'échanges. L'Égypte, beaucoup moins que le Maroc, est beaucoup moins attachée aux chaînes de valeur mondiales. Ce sont une industrialisation plus limitée, si vous voulez, qu'elle peut l'être au Maroc. Donc, sur la balance commerciale, on risque aussi de voir les investissements directs étrangers baisser. Dans chaque pays différemment. Ils ne vont pas baisser partout pareil, mais là, je pense particulièrement dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs de l'énergie. On peut voir ces investissements directs baisser, les revenus du tourisme, bien sûr, et on peut voir aussi les revenus des travailleurs à l'étranger baisser. Alors, on avait eu le World Trade Organization qui avait pensé qu'il y aura une baisse de 20%. Actuellement, sur l'Égypte, on la voit un petit peu plus faible. Je dois avouer que je n'ai pas regardé les derniers chiffres sur le Maroc. Peut-être mon collègue les connaît, mais on ne le voit pas aussi faible qu'avant. Donc, on va avoir un choc sur l'activité économique, sur les équilibres extérieurs et également sur les comptes publics et les dettes. Abdelaziz Lehlou, à qui je vais donner la parole, effectivement, parce qu'on a fait un glissement naturel et mécanique sur la facture, à payer la facture économique Covid, parce qu'il nous disait en préambule que si la vie n'a pas de prix, elle a aussi un coût. Elle a un coût économique dont il faut tenir compte. Simple petite précision avant de donner la parole à Abdelaziz Lehlou. Je m'adresse à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement depuis un gros quart d'heure. C'est qu'ils peuvent participer et interagir surtout à tout ce qui est dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui va continuer à être dit durant ce webinaire qui va durer plus d'1 heure. Donc, pour participer et interagir, vous pouvez aller sur Teams dans l'onglet questions et réponses, et toutes les questions et réponses seront stockées, puis je les reprendrai pour interpeller nos deux intervenants en fin de webinaire. Abdelaziz Lehlou, sur la facture économique Covid, sur les 3 zones géographiques, est-ce que déjà il y a des tendances lourdes et des faits marquants à retenir? Le coût, il est significatif. Il n'y a pas de doute à cela. Le coût est significatif, particulièrement pour les pays qui ont confiné. Le Maroc et la Tunisie, on a 10 points de perdu de croissance. Ça veut dire que le Maroc est passé de plus 3,8 points de croissance du PIB à moins 6,2 selon le consensus. Donc, c'est 10 points de perdu. L'année 2021, on est attendu à une croissance de 4,5. Donc, 2021 ne va pas être suffisante pour effacer tout ce qu'on a perdu en 2020. La même chose pour en Tunisie.
En Sénégal, c'est 6 points de perdu. Côte d'Ivoire, Cameroun, 5 points, respectivement, pour l'un et pour l'autre. Et l'Égypte, uniquement 3 points. Moi, je voudrais juste contraster un petit point par rapport à Mme Bertin. Je suis tout à fait d'accord par rapport à la demande intérieure, avec la composante consommation, qui est aussi drivée par la croissance démographique et qui prouve que la croissance économique en Égypte est très, très forte. Moi, mon petit point de contraste, c'est pour revenir à l'industrie manufacturière et l'investissement dans le domaine pétrolier. Il y est pour quelque chose. Selon les statistiques au premier semestre de l'Égypte, l'industrie manufacturière et notamment pétrolière a contribué énormément à la croissance, pour 2 points de croissance parmi les 5 points enregistrés au S1. Et ça, c'est dû aux nouvelles découvertes de gaz. Ce sont des investissements pré-exploration et qui ont fait driver un petit peu la croissance dans ce domaine. Maintenant, revenons au cas des pays qui ont fait qui ont réalisé une importante perte de croissance, le Maroc et la Tunisie. Ce n'est pas uniquement le confinement, c'est aussi les aléas climatiques. On est sur 2 années de sécheresse. Et chaque année, on a moins de pluviométrie, moins de récoltes céréalières de 20% par rapport aux 2 autres années. Et ça fait très mal. Il y a aussi quelque chose de très important qu'on relève, c'est qu'on est surexposé à 3 pays, l'Italie, la France, l'Espagne. Ces pays-là représentent 2 tiers de nos échanges. Je parle particulièrement pour le Maroc et pour la Tunisie, pour le Sénégal aussi. On est exposé à des pays qui ont été frappés de plein fouet à la pandémie. Des pays qui vont faire moins 11% de décroissance, de récession, de décroissance de leur PIB. Et forcément, l'impact se ressent sur nous, sur notre demande étrangère, et on accuse le coût. Donc, il ne suffit plus d'être diversifié en matière de produits. Avant, c'était le maître mot pour tous les pays africains, diversifier, diversifier. Le Maroc, il a dépassé ce cap, aussi bien la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, même le Cameroun y est. On est des pays diversifiés. Par exemple, le Maroc, les phosphates ne représentent plus que 17% des exportations. On a en premier lieu l'automobile, en deuxième lieu l'agroalimentaire, en troisième lieu les phosphates. Donc, on est un pays purement diversifié, mais on est surexposé aux pays européens, France, Italie, Espagne, qui représentent 2 tiers de nos échanges, une grande partie de nos IDE, de manière générale, une grande partie de nos flux avec l'étranger. Et le fait que ces pays soient durement touchés par la pandémie nous affecte de manière très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Blaise El Hlou, avant de faire réagir Sarah Bertin, ça veut dire que tous les cadres macroéconomiques des différents pays, des 3 zones géographiques du continent ont été ébranlés. Quasiment dans à peu près les mêmes proportions en dehors de l'Égypte. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir? Oui, l'impact du moins sur la croissance, parce qu'on pourra voir plus tard sur les impacts budgétaires, sur la croissance, l'impact il est de l'ordre de 5 à 10 points de croissance. 5 à 10 points, c'est en général 1 année à 2 années de perdu, 1 ou 2 années en arrière. Il n'y a pas que cela. Moi, je relevais aussi d'autres chiffres sur le plan chômage. Et ça fait mal, c'est quelque chose de concret. Pour le Maroc, c'est 2 points de plus, 2,8 points. On passe à un taux de chômage au 2e trimestre de 12%. En Égypte, d'après les chiffres et les estimations, parce que le chiffre n'est pas régulièrement publié, on a aussi augmenté à 10% de chômage. Et la Tunisie, on parle même d'un taux de 20%. Bon, les statistiques ne sont pas régulières, mais c'est une croissance de l'ordre de 5 points. Ce sont les 3 pays qui publient régulièrement leur taux de chômage et l'impact est très fort. Sarah Bertin, sur l'impact, effectivement, il y a l'impact économique, la facture Covid, mais il y a aussi l'impact social dont il faut tenir compte dans un continent jeune, plein d'avenir, voilà, où tout repose essentiellement sur le capital humain. Oui, alors tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que mon collègue a dit. En effet, vous avez tout à fait raison sur l'Égypte. La découverte du gisement Zohr en Méditerranée et sa mise en fonction sont très importantes, d'autant plus que la production de gaz et d'énergie est pour le marché interne. Donc, on reboucle avec ces besoins de consommation dont on parlait. La facture économique, elle est sur la croissance, elle est sur l'emploi, elle est sur les plus démunis et elle est sur le cadre budgétaire. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Que ce soit les pays d'Afrique subsaharienne ou les pays d'Afrique du Nord,
on a une forte partie de la population qui est dans le secteur informel de l'économie, qui a des jobs informels ou qui travaille dans des petites entreprises, toutes petites, ou bien qui a des emplois saisonniers. Ces travailleurs-là ont été touchés de plein fouet, avec un impact sur la pauvreté qui est certain. Oxfam a prévu qu'il y ait 100 millions de pauvres en plus au monde en 2020. Donc, l'impact de la pandémie sur les plus démunis est absolument à prendre en prise de compte. Après, on a parlé de l'impact du choc exogène sur les équilibres extérieurs, sur les comptes courants, sur les réserves de change qui, pour le moment, survivent très bien, que ce soit en Afrique du Nord ou… Sarah Bertin, tant que je vous ai, pourquoi effectivement il n'y a pas de tension forte sur les réserves de change pour le moment? Alors, d'abord, il y a eu beaucoup on a des systèmes de change plus flexibles. Le Maroc a augmenté sa bande de fluctuation. L'Égypte a laissé, c'est un système de taux de change flexible maintenant, mais a laissé bouger le taux de change. On a vu dans le cadre de l'Égypte particulièrement qui est assez ancré au marché de capitaux internationaux puisque il y a le compte de capital est ouvert et il y a 36% de dette externe avec des intervenants sur le marché de dette en livres égyptiennes. On a vu pas mal d'outflow tout de suite après le début de la pandémie. Et puis sont arrivés les différents programmes, ceux du fonds que j'ai nommé, l'aide, le support donné par la Banque africaine, donné par la Banque mondiale, le bon standing de l'Égypte vis-à-vis des agences de notation qui n'ont pas bougé leurs notes. Donc ça s'est calmé. Et puis on a aussi aux États-Unis et en Europe une politique monétaire qui a injecté énormément de liquidités à nouveau, avec une baisse des taux. Donc ça a calmé les fluctuations sur les marchés dits émergents. Donc on est dans une situation où ça s'est fait des deux côtés. Donc ça s'est un petit peu… Pardon? Ça s'est lissé quelque part? Ça s'est lissé un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire que des chocs sur ces marchés-là ne reviennent pas. Là, il faut quand même avoir une certaine vigilance. Et que, aussi, c'est pas un choc juste pour les pays en voie de développement, c'est un choc mondial. Donc, les risques liés à la pandémie, on les a partout. Après, l'impact budgétaire, qui est un impact dont on n'a pas encore parlé, il est lié à différentes choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Vous avez un tel choc, vous avez moins de revenus fiscaux, moins d'échanges commerciaux, moins de TVA, moins une croissance économique en berne, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés, donc une baisse des revenus. Ça, c'est certain. Et de l'autre côté, on a une augmentation des dépenses. Et on a une augmentation des dépenses parce qu'il y a un coût sanitaire auquel tous les pays ont fait face. Et le Maroc a été extrêmement efficace avec la production de masques. Si vous permettez, juste Sarah Bertin, il ne faut pas qu'on s'éloigne. Abdelaziz Lahlou, sur les deux points en fait, que vous avez évoqués, à la fois sur le fait que globalement, les pays du continent des 3 zones géographiques n'ont pas été ébranlés au niveau du panier de devises et des réserves de change, parce que ça aurait pu être une catastrophe dans le sens. Une catastrophe, absolument. On est passé à côté de ça. Et deuxièmement, sur un petit peu la politique monétaire aussi, qui a été peut-être ce qui a permis, en tout cas, la flexibilité, à la fois chez nous, de détendre la bande de 2,5% sur le float programme, carrément laisser filer sa monnaie pour renforcer, je crois, sa compétitivité d'ailleurs économique. Mais avoir votre point de vue là-dessus, Abdelaziz Lahlou. Effectivement, on est rassuré, il faut le dire, que la situation ne flanche pas. Tout simplement, le constat est sans équivoque. On a des taux de réserve de change de l'ordre de 5 mois au Maroc,
à peu près 6 mois, 5,8 mois en Égypte, 2 mois, 4 mois pour la Tunisie, la région CEMAC un petit peu plus en difficulté, 4 mois, et 6 mois pour la Côte d'Ivoire. Donc, situation pas du tout alarmante. Qu'est-ce qui se passe alors que tout va mal de l'autre côté, entre guillemets, tout va mal? Premièrement, quand il y a moins d'exportation, il y a moins d'importation. Prenons le cas du Maroc. Si on exporte moins d'automobiles, forcément, il y a moins de biens d'équipement importés pour qu'ils soient réexportés. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on est étonné et surpris que les transferts des non-résidents soient très résilients. Alors qu'on s'attendait à de fortes baisses, c'était la grande surprise. Les transferts se portent bien. Et on s'attendait à des baisses quand même de l'ordre de 15%, voire plus. Le Maroc, on va être à quelque chose comme, si je me rappelle bien, quelque chose à moins 3, moins 4% selon les dernières prévisions. Et il y a même des pays qui vont afficher une croissance, notamment l'Égypte, où les transferts représentent 9 à 10% du PIB. 9% du PIB pour l'Égypte. Ouais. 9% du PIB. Alors, pourquoi? Tout simplement, la première des raisons, c'est que je pourrais dire qu'il y a deux types de transferts. Il y a des transferts de base, c'est-à-dire une aide des aides de nécessité. Et les gens, même si dans des périodes les plus difficiles, ne vont pas priver leur famille de ces dons-là, de ces transferts-là. Okay. La deuxième, c'est que les dépenses accessoires, aussi, c'était quelque chose qui allait être visé et qui allait être coupé avec la crise. Forcément, ça a été substitué par le fait que les gens ne viennent pas. Si j'ai un proche à l'étranger, il ne rentre pas au Maroc, forcément, ces économies dégagées du fait qu'il ne rentre pas au Maroc, éventuellement, et les cadeaux qu'il pourrait envoyer en nature, il pourrait me les envoyer sous forme de cash. Le constat est là. Les transferts sont résilients. Voilà. Ce sont deux points très importants. Le troisième, comme l'a bien souligné Mme Bertin, c'est que l'ensemble des pays ont fait appel à des fonds étrangers, de la dette classique, de la dette bilatérale, et aussi des appels de fonds auprès du FMI. Et ça a renfloué les caisses. Sous la forme de ligne de précaution. Dans des situations confortables pour le moment. Sous la forme de ligne de précaution financière. Oui. Le Maroc, par exemple, a activé de le mois d'avril dernier. Tout à fait. Tout à fait. Un autre aspect sur lequel je souhaiterais faire agir à la fois vous, Abdelaziz Halou, à la fois, bien sûr, Sarah Bertin, sur le fait que, quoi qu'il en soit, s'il y a une maîtrise du choc extérieur sur le panier de devises, ce n'est pas le cas forcément du déficit budgétaire qui a dérapé dans tous les pays, je crois savoir, du continent. Et ça, quel est le coût aussi, le coût, j'allais dire, à payer, dans le sens que quand ça dérape, ça dérape, ça dérape, et quand il va falloir réorienter, ça risque de se faire dans la difficulté, la douleur. Sarah Bertin. Alors, si je puis me permettre, ce n'est pas juste sur le continent, hein, c'est dans le monde entier. Non, c'est vrai aussi. Là, quand on regarde, pareil, se référant au grand événement économique qui a lieu à l'automne, qui sont les meetings annuels de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, donc qui ont eu lieu mi-octobre, a été publié le Fiscal Monitor et l'augmentation globale de la dette sur la planète à la suite de la pandémie. On est quand même passé de 83% du PIB mondial à 100% du PIB mondial. Donc, on a quand même une augmentation de 17 points de PIB. C'est énorme en 6 mois. Donc, c'est pas juste les pays du continent. Hein. C'est, je dirais, la planète entière. Alors, avant de parler de l'étendue de cette dette et de comment on va s'en occuper, là où je pense que c'est intéressant, parce que c'est peut-être la première fois au monde et dans notre histoire où on a comme ça, dans le monde entier, un effort pas forcément concerté, mais allant dans le même sens dans tous les pays. C'est qu'on a eu une protection des individus les plus touchés, avec au Maroc ou en Égypte des fonds qui ont été donnés directement aux familles, une banque alimentaire en Égypte, en France et dans les pays d'Europe, c'est des systèmes de chômage partiel qui ont été mis en place, ce qui permet d'ailleurs à ces fonds provenant des travailleurs étrangers de ne pas être totalement affaiblis d'un seul coup, puisque les travailleurs en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, certes ont vu leurs revenus baisser,
mais ce n'est pas non plus de revenus du tout du jour au lendemain. Donc ça, c'est important. Donc on a eu ça du côté des populations, l'augmentation des coûts liés sanitaires, l'augmentation des dépenses liées à une aide vis-à-vis des individus les plus démunis et aussi un exercice ayant visé à s'assurer que des besoins de liquidité temporaires n'allaient pas impliquer une vague de faillites et de clôture d'entreprises non nécessaires qui, là, auraient eu un impact énorme sur le PIB et les potentiels de croissance à moyen terme. Donc, il y a eu des tas d'efforts qui ont été faits. Alors, ils sont différents d'un pays à l'autre, mais pas besoin de déclarer ses impôts tout de suite, pas besoin de les payer tout de suite, des accès au crédit, des moratoriums sur des tas de dépenses administratives ou d'électricité ou publiques, etc. En Égypte, il y a énormément de choses qui ont été faites vis-à-vis de l'industrie touristique à condition qu'ils continuent à payer les salaires des travailleurs dans cette industrie. Donc tout ça a impliqué un énorme coût budgétaire et une augmentation de la dette. Là, il n'y a pas de question posée. Pour le moment, on n'a pas de problème dans la majorité des pays de soutenabilité de la dette. Pourquoi? Parce que oui, on a un taux de croissance réel qui va être très faible cette année, négatif. C'est aussi fonction de la durée de la pandémie, mais sans doute encore très faible l'année prochaine. Mais on a aussi des taux d'intérêt très faibles. Donc, on n'est pas dans une spirale où le financement de la dette fait que la dette augmente. Elle va augmenter parce que le PIB est plus faible et qu'on l'exprime en ratio d'habitude. Donc, quand on dit, est-ce que les taux d'intérêt sont plus faibles que les niveaux de croissance des pays actuels? Non. Donc, c'est déjà un peu problématique. On a des taux d'intérêt positifs et on est en décroissance. Mais, attention, il faut regarder le taux d'intérêt moyen sur la totalité du portefeuille de dette émis et que la croissance, on l'espère, parce que sinon c'est une catastrophe, n'a pas mission à rester négatif pendant 3 à 5 ans. De toute façon, on aura un effet de rebond à un moment donné. Donc au contraire, on risque d'avoir, quand la pandémie va s'arrêter, une croissance très très forte pendant un an parce qu'on aura un effet de rebond. Oui. Sur les dérapages budgétaires dans les différents pays du continent sur les 3 ans géographiques, je crois savoir que c'est assez homogène par pays, en dehors peut-être un peu de l'Égypte où il y a une espèce d'amortisseur, mais surtout l'enjeu en fait en termes de dette, de financement pour relancer la machine économique et faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher au final pour le contribuable. Alors, ce qu'on relève, c'est que tout pays qui a une marge de manœuvre budgétaire a mis le paquet tant qu'il le peut pour relancer la croissance. Le Maroc a mis en place un plan de croissance de 12% du PIB, dont 3% des deniers publics, c'est-à-dire de ses propres fonds. C'est quelque chose de comparable pour la Tunisie. Pour l'Égypte, c'est un petit peu moins, c'est 1,6%. Pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on est parti loin et on a même participé pour 6,5% du PIB. Donc, on veut vraiment mettre le paquet, alors que le Cameroun, il a mis juste 0,8 parce qu'il a un programme à suivre, il a des contraintes avec le FMI. Il faut dire que le financement a été conditionné et donc la marge de manœuvre lui est étroite. Alors, pas de conséquences directes, il n'y a pas de surprise. Le dérapage budgétaire est de l'ordre de 3 points du PIB pour l'ensemble des pays, en moyenne, 2,5 à 3 points. Et la dette, elle est en train d'augmenter. Effet ciseau, pourquoi? Comme bien dit Mme Bertha, le besoin de financement augmente de 2 à 3 points et le PIB baisse. On a un ratio, donc forcément, la dette explose. Est-ce que ça veut dire, Abdelaziz Lehlou, que des pays du continent qui en moyenne déjà étaient relativement endettés, au-delà de 60-70% du PIB, comme moyenne, est-ce qu'il faut craindre à partir de la fin de l'année et puis début 2020 un endettement croissant des pays du continent? Oui. Oui, il y a lieu de s'inquiéter. Il ne faut pas oublier deux choses. Tout d'abord, plusieurs pays africains sortent d'un programme d'effacement de dette, le fameux PPTE.
pays pauvres très endettés et on leur avait effacé la dette en 2006. Ça ne remonte pas très loin. Et ces pays-là se retrouvent déjà avec des niveaux d'endettement assez conséquents. On se retrouve aussi avec des pays qui aspirent auprès du Club de Paris à un effacement de la dette, du service de la dette, ou un report, je ne dirais pas un effacement, mais un report du service de la dette en 2020. C'est le cas du Sénégal? Le Sénégal. Le Sénégal en l'occurrence. Mais d'autres pays sont très vigilants par rapport à leur image auprès des institutions internationales. Je cite l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, où ils font très attention par rapport à cette image-là et qui leur vaut le fait de faire plusieurs sorties à l'international, moyennant des coûts, comme l'a bien dit Mme Bertha, très intéressants. Donc, leur prime de risque, avec les taux, il faut dire que la conjoncture s'y prête. Il y a beaucoup de cash en circulation dans les marchés financiers internationaux de dette. Le rendement y est, parce que le taux de base est très bas, mais la prime de risque est intéressante. Pour le Maroc, elle est de 167 points, mais si on prend une prime de risque, la Tunisie, c'est quand même 500 points, l'Égypte 593 points, le Sénégal 400, la Côte d'Ivoire 500. Ça fait des rendements intéressants, mais jusqu'à un certain point. On ne peut pas être surexposé à de la dette, disons, de pays émergents ou pré-émergents, comme ça. Il y a des limites. Beaucoup de pays ont touché certaines limites, notamment dans les facilités de crédit auprès du FMI, et notamment, je parle particulièrement du Cameroun, du Sénégal qui ont une posture assez délicate. Mais globalement, s'il y a reprise en 2021, s'il n'y a pas disons, une dégradation de la situation, les recettes devraient reprendre et on pourrait reprendre une situation normale de remboursement de la dette. La viabilité de la dette ne serait pas remise en cause pour la majorité des pays qu'on a étudiés. Est-ce que Sarah Bertha toujours dans la même lignée? Parce qu'on va parler aussi bien sûr des perspectives d'avenir et la croissance d'avenir qui va se décanter dans un horizon. Sarah Bertha, juste se dire, par rapport à ce que nous disait Abdelaziz Lahlou, fixation faite par beaucoup de pays du continent des 3 ans géographiques sur le cadre macroéconomique, parce qu'ils sont dans le viseur, en tout cas sous le contrôle un petit peu des institutions internationales, dont une que vous connaissez très bien pour y avoir exercé, à savoir le FMI, puisque Abdelaziz Lahlou disait que essentiellement le Cameroun et le Sénégal. Entre ça, fixer, essayer de maintenir les grands équilibres macro et financer la relance et la reprise d'activité, est-ce que là, ce n'est pas un exercice extrêmement tortueux? Alors, tout à fait. Je voudrais dire 2 choses. C'est que vous avez parlé du Club de Paris et il faut que ce soit bien clair que le Club de Paris, ce sont les dettes bilatérales, c'est-à-dire les dettes entre un pays et un autre. Après, on a le Club de Londres qui sont sur les dettes privées, les dettes auprès d'une banque, etc. Mais le Club de Londres est moins communicatif de ces exercices que n'est le Club de Paris. Il n'y a pas de rallongement des maturités ou d'arrêt de paiement de la dette vis-à-vis des organismes multilatéraux. Ça n'a pas été demandé, ça n'a pas été mis en place et pour le moment, ça n'a pas lieu d'être. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'est important de comprendre qu'il y a différentes sources de dettes. Les dettes commerciales, les dettes bilatérales, les dettes de marché et les dettes multilatérales. Les dettes multilatérales, pour le moment, celles au Fonds monétaire, à la Banque africaine de développement, à la Banque européenne d'investissement ou à la Banque mondiale, ne bénéficient pas et il n'a pas été question d'allongement des maturités ou de non-paiement des intérêts en 2020. Pourquoi? Parce que tous ces organismes multilatéraux ont des ratios de risque et que si on commence à changer la maturité des dettes ou le remboursement des dettes, on va toucher directement dans les ratios de risque de ces instituts multilatéraux qui risquent de ne plus pouvoir se refinancer sur les marchés au coût où ils se refinancent, qui change l'architecture financière totale. Donc ça, c'est la première des choses. Ce que je pense qui est très, très important dans ce qui a été dit par mon collègue, c'est qu'en effet, pour le moment, on a de la liquidité, pas de risque de refinancement des dettes, pas vraiment de risque de soutenabilité. Mais on a de moins en moins de buffer. On mange notre buffer de plus en plus. Et ça tient pour les pays du continent africain comme pour les pays européens. Donc, une relance, oui,
mais ça va être difficile d'avoir une relance avec des investissements publics. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on a, et ça, c'est surtout vrai pour le continent africain, on a un vrai effort de développement sur le continent africain avec les Sustainable Development Goals à l'horizon 2030 et que quand on est un pays comme l'Égypte dépense presque 10% de son PIB en intérêt de sa dette, en paiement d'intérêt de la dette, hein, puisque l'Égypte est en surplus primaire, c'est-à-dire que ses dépenses hors paiement de la dette sont inférieures à ses revenus, ce qui est quand même un achèvement absolument incroyable de la part de l'Égypte, puisqu'en 2016, ce n'était pas le cas, et que néanmoins, il y a un déficit budgétaire au-dessus de 8% cette année qui va augmenter aux alentours de 9%, 10%, mais ça, c'est lié au paiement des intérêts et du capital de la dette. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, et dans tous les pays du continent africain, la dette, le paiement, le refinancement de la dette et le paiement des intérêts consomment une part non négligeable des ressources fiscales. Et ces ressources fiscales pourraient être dépensées en éducation, en santé, en investissement public. Donc, c'est pas forcément, on n'a pas forcément une question de soutenabilité. On n'a pas forcément une question de crise de liquidité, parce que c'est des choses aussi au niveau macroéconomique global auxquelles on sait beaucoup mieux faire attention qu'on ne le faisait dans le passé. On est loin des crises asiatiques de par les taux de change, on est loin des crises de dette souveraine des années 80, on est loin de tout ça. Néanmoins, à moyen terme, ça va jouer comme une contrainte. Et ça c'est important de le savoir. D'où l'intérêt d'avoir des politiques au jour d'aujourd'hui et tous les pays endettés de la région, l'Égypte, le Maroc, sortent sur les marchés où pour le moment on a des situations assez avantageuses pour les pays où il est possible d'émettre des maturités longues à des taux courts. Et ça diminue le coût de la dette. En même temps, faire supporter aussi la dette et l'endettement sur les futures générations. Mais Abdelaziz Lahlou, c'est oui, voilà, de se dire d'un côté la fixation, ce que vous avez dit d'ailleurs en préambule, fixation faite par la majorité des pays du continent sur le cadre macroéconomique, et en même temps l'exigence de financer sa propre relance économique. Oui. Alors, je me dis, la marge de manœuvre, on est vraiment sur le fil du rasoir? La marge de manœuvre se rétrécit clairement parce que tout simplement, comme l'a bien dit Mme Bertin, le financement de la dette, le service de la dette, c'est-à-dire remboursement du capital, même s'il est étalé sur la durée, et le remboursement et les intérêts, il consomme de nos revenus fiscaux. Et donc, le maître mot qu'on revient à l'étude de plusieurs pays à la fois, c'est priorisation des investissements. Tout simplement, c'est décalage, c'est report ou annulation simple des investissements, moi je dirais, qui sont peu productifs. Des investissements qui ne vont pas ramener des devises pour rembourser la dette, des investissements de base où le rendement ne se fait pas rapidement. Et là, qui dit moins d'investissement dit forcément moins de croissance et moins de richesse pour l'avenir. Alors, ça, c'est un terme qui revient pour l'ensemble des pays de couverture et c'est quelque chose qui inquiète à plus d'un sens parce que c'est moyennant de l'investissement qu'on va faire de la croissance. Et c'est moyennant, c'est quelque part l'huile qui fait tourner la machine pour qu'elle ne grince pas. Et lorsque Sarah Bertin, Abdelaziz Lahlou nous dit de toute façon, ça va être difficile, parce qu'on est dans le dernier axe fort de ce webinaire, de relancer les économies via l'investissement public, est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous me posez la question à moi? Non, Abdelaziz Lahlou, parce que vous disiez que. Parce que voilà, je pense que c'est ce que nous disait tout à l'heure Sarah Bertin, qui nous disait que ça va être difficile et compliqué de relancer l'activité économique, c'est-à-dire des plans de relance économique par pays, par territoire ou par zone géographique continentale, via l'investissement public. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est une équation. Ce n'est pas un impact direct parce que
il y a le fait, c'est un fait, c'est que le service de la dette est en train d'augmenter. Mais aussi, ça va dépendre aussi de l'évolution des recettes fiscales. Beaucoup de pays font beaucoup d'efforts en termes d'élargissement de l'assiette. Cela ne veut pas dire forcément, j'en entends pas par cela la hausse des impôts, mais surtout la lutte contre l'évasion fiscale. Et là, beaucoup de pays font beaucoup d'efforts, et notamment sur le volet digitalisation et informatisation de tout ce qui est direction fiscale, pour qu'il y ait moins de fuites et moins de contribuables qui ne le sont pas, moins de contribuables qui échappent à l'impôt. Et donc, si cela réussit avec les recettes de rente, je parle de hausse du prix du pétrole, je parle par exemple pour l'Égypte du canal de Suez où si l'activité de commerce reprend, ça va faire des recettes fiscales de plus parce que maintenant le prix du pétrole est en train de baisser. C'est pas quelque chose qui est favorable au transport maritime. C'est quelque chose qui est plutôt favorable au transport routier. Donc les gens contournent le canal de Suez. Et donc si les recettes fiscales reviennent, on pourrait remettre disons de l'investissement, remettre aussi des gens, remettre des recrutements et relancer la machine de la croissance. Sarah Bertin, juste pour conclure, parce qu'on a pas mal de questions d'internautes sur lesquelles je souhaiterais vous faire agir l'un et l'autre, mais se dire aujourd'hui, l'Afrique est au carrefour, on l'a souvent dit, entre l'Union européenne, le continent européen, qu'on appelle péjorativement le vieux continent, la Chine, continent, et puis le Pacifique, Chine qui est très présente sur le continent africain. Voilà, est-ce que, au-delà des principaux enjeux que vous avez bien évoqués tous les deux aujourd'hui sur les conditions de financement de la relance économique en tenant compte des agrégats et du cadre macro, est-ce que là-dessus, est-ce que la leçon à retenir de cette crise sanitaire sur le continent avec ses différents impacts, c'est de se dire, voilà, il faudra falloir se recentrer, que l'Afrique se recentre sur elle-même ou qu'elle s'ouvre encore un petit peu plus sur son monde extérieur. Sarah Bertin. Alors, comme vous le savez, hein, il y a un traité de libre-échange pour tous les pays du continent africain, libre-échange tout à fait poussé par la Banque africaine de développement. Ce traité s'appelle le ZECLA. Il y a matière à développer les échanges sur le continent africain, ce qu'on appelle la collaboration sud-sud, de manière à ce que ce soit bénéfique à tous les pays et surtout de manière à faire que, par exemple, quand on regarde le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte, qui sont des pays que je connais mieux, puisque ce sont les pays sur lesquels je travaille, ça peut donner cours pour ces pays-là à des échanges incorporant plus de valeur ajoutée. Les échanges avec l'Europe, malheureusement, sont bien souvent dans des secteurs à faible valeur ajoutée, donc à faible croissance de métier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans un modèle de développement qui est très présent au Maroc, avec des zones franches, etc., on a vu que malheureusement, le développement technologique, le développement de la connaissance, l'emploi tel qu'il était dans ces secteurs de zones franches ne partait pas, ne percolait pas dans le reste de l'économie, si vous voulez, ce qui est vraiment dommage. Donc, un développement des échanges peut permettre à la petite et à la moyenne entreprise d'incorporer plus de valeur ajoutée et d'ouvrir des marchés. De même, pour l'Afrique subsaharienne, qui exporte beaucoup de ressources primaires sans les transformer, arriver à les transformer localement ou à les transformer sur le continent africain peut permettre au continent africain de garder une partie de cette valeur ajoutée. Et ça, c'est très important. La dernière chose que je voulais dire quand je parlais des contraintes potentielles sur les investissements publics, et je suis tout à fait d'accord avec le proviso qu'a donné mon collègue, qui est que oui, ça dépendra
des revenus fiscaux. Mais il faut faire aussi très, très attention à ne pas baisser les dépenses en éducation, ne pas baisser la professionnalisation des jeunes diplômés, puisqu'on voit bien le continent est un continent jeune avec un chômage des jeunes et un chômage des jeunes diplômés. Donc ça, c'est pas parce qu'on risque d'être plus contraint sur les investissements publics qu'il faut oublier cette dimension extrêmement importante sur lesquelles beaucoup de pays africains et beaucoup de pays en Afrique du Nord étaient en train de travailler, de réfléchir et de trouver l'équilibre le plus juste en dépenses d'éducation. Voilà. Investir dans l'infra, oui, mais l'infrastructure humaine, c'est ce que veut dire Sarah Bertin. Ouais, exactement. Sur la dimension un peu géostratégique, géoéconomique, se dire voilà, l'Afrique doit nécessairement se recentrer sur elle-même pour rattraper tout ce qu'elle a perdu, même si c'est les pertes sèches en matière de création de richesse, ou s'ouvrir un petit peu plus et se dire voilà, c'est en s'ouvrant plus qu'elle pourra de toute façon s'inscrire beaucoup plus dans la mondialisation, dans les chaînes de richesse mondiale et comme ça s'élever et redresser ses économies. Honnêtement, les gains réalisés sur une intégration et une meilleure coopération sud-sud ne sont plus à prouver. Le Maroc, prenons l'exemple du Maroc. Le Maroc est un pays producteur il a une industrie automobile, il a une industrie aéronautique, il a une industrie de textile et d'habillement qui peut faire profiter directement d'autres pays africains qui sont eux-mêmes exportateurs de produits importés par le Maroc, notamment tout ce qui est produits pétroliers, produits énergétiques et j'en passe. Donc, le Maroc n'est pas, prenons juste, je cite, c'est juste un exemple, mais ce n'est pas restrictif. Le Maroc est en train d'investir dans l'infrastructure portuaire et c'est une question fondamentale pour pouvoir développer le commerce intra-africain et notamment pour tout ce qui est infrastructure portuaire dans le port de Dakhla et quelque chose qui pourrait permettre vraiment d'agrandir les volumes d'échanges entre les pays sans parler des grands efforts à travailler qu'on est en train de faire, notamment en zone de libre-échange, en travail de monnaie unique, même si c'est un projet qui devrait prendre du temps au niveau de la zone économique CEDEAO. Merci en tout cas à chacun d'entre vous, mais ce n'est pas encore fini. Hein. C'est fini avec moi, mais maintenant, c'est simplement pour… Je vais vous demander encore quelques minutes pour répondre aux questions des internautes qui vous ont écouté attentivement pendant une heure, voire plus d'une heure. Donc, la première question, je pense que je vais l'adresser à Abdelaziz Lahlou parce qu'elle porte sur l'impact du chômage dans les différents pays du continent. Oui. Donc, la question, c'est quel est l'impact du chômage dans les différents pays du continent? Oui, j'ai les chiffres. Sachant que malheureusement, ils sont tous en croissance. Oui, malheureusement, tous en croissance. On relève un taux de chômage au Maroc déjà au deuxième trimestre de 12%, alors qu'il est structurellement entre 9 et 10. En Égypte, il devrait atteindre, selon les estimations, 10%, en hausse de 2,4 points. Et en Tunisie, même selon les chiffres, selon leurs méthodes de calcul, il devrait atteindre même 20% en hausse de 5 points. Alors qu'au Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, on ne publie pas des chiffres réguliers, mais la caractéristique commune, c'est que les emplois sont vulnérables et on est vraiment dans le secteur informel. Et c'est ce secteur-là qui est le plus touché, directement touché en période de crise. Par le Covid. Autre question pour Sarah Bertin. L'Afrique devra-t-elle compter sur le créancier ou son créancier, en tout cas j'en sais rien, à savoir la Chine, pour drainer du cash directement ou indirectement? Alors, écoutez, je n'ai d'abord en ce qui concerne les dettes bilatérales avec la Chine des pays africains, on n'a pas toujours les données. C'est ainsi. Je n'ai pas la connaissance géopolitique et les autorités chinoises, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas fait de déclaration sur un changement de stratégie. L'économie chinoise a commencé à rebondir. La Chine, telle qu'on le voit dans les données de l'OMS, a été moins touchée par la pandémie qu'on aurait pu le penser que beaucoup d'autres pays. On voit dans les nouvelles qui sortent des exercices de reconfinement extrêmement rapides, très localisés
pour éviter tout retour d'une deuxième vague pandémique, de l'épidémie. Je ne pense pas, peut-être ça peut croître moins, mais je ne pense pas qu'on va voir la Chine se retirer. Et je dis ça sans connaissance spécifique de la stratégie géopolitique de la Chine vis-à-vis de l'Afrique, mais simplement parce que historiquement, on n'a jamais vu les investissements directs étrangers s'en aller. À part quand il y a une énorme crise politique ou un conflit. Mais en période de pandémie, on n'a pas tellement de données historiques, mais en période de crise économique, c'est pas là où on voit les investissements internes étrangers s'en aller. Et le besoin de ressources naturelles de la Chine existe toujours, hein, que ce soit en denrées agricoles, en métaux rares, en bois, ça c'est toujours présent. Pour Abdelaziz Lahlou, une question sur est-ce que cette crise recèle des opportunités, en tout cas sur le continent et sur les différents pays du continent, avec l'émergence de nouvelles opportunités économiques? Première question. Et la deuxième question, est-ce que du coup, quel pourrait être le rôle et quel devrait être le rôle des banques pour accompagner tous ces investissements vers des nouvelles opportunités économiques sur le continent? Certainement, quand on est sous pression, on a tendance à être plus productif et plus efficace. Les gouvernements sont sous pression, les autorités sont sous pression. On aura certainement un meilleur rendu en termes d'exercice fiscal, je dirais pour les années à venir, notamment dans tout ce qui est élargissement de la base, des bases fiscales. C'est un travail de fond qui est réalisé et je pense que c'est quelque chose qui va être réalisé de manière plus rapide durant cette phase-là où les finances publiques des différents pays sont dans le besoin. Ça, c'est un point de vue budgétaire. D'un point de vue sectoriel, je pense que la crise a aussi accéléré tout ce qui est processus de digitalisation des économies, avec tous les bienfaits de l'économie. Pour le Maroc, moi, j'ai entendu parler de 2 années de gagné. On a fait des efforts énormes. Alors, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'elles allaient avoir lieu, elles ont été mises en place très, très rapidement. On sent qu'il y a aussi une évolution des mentalités en termes d'usage de l'outil digital. On a vu aussi l'émergence de nouveaux services, que ce soit des services commerciaux, des services financiers, des services informatiques. Et ce sont des choses qui promettent pour l'avenir. Et beaucoup de niches de développement. Donc, une autre question pour Sarah Bertin. Impact sur l'export et les échanges commerciaux internationaux. Est-ce que tout ceci peut affecter le taux de change et donc le taux de change de ces différents pays, avec quelque part ce qui sous-tend, je pense, l'interrogation et la question, un glissement monétaire, c'est-à-dire une dévaluation des différentes monnaies du continent. Est-ce que là, s'il y a un enjeu monétaire dans ce sens ou pas du tout? Alors, pour le moment, on ne l'a pas vu du tout, hein. C'était les premières inquiétudes. À l'époque, je travaillais principalement sur l'Égypte. Ça a été la première inquiétude que j'ai eue. Qu'est-ce qui va se passer quand les revenus du tourisme vont s'arrêter, quand si le rapatriement de monnaie des travailleurs à l'étranger diminue, si les exports diminuent, etc. Pour les raisons qu'on a évoquées, qui ont été l'accès à des financements multilatéraux très très rapidement, à des financements bilatéraux et à des financements de marché, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu du tout. Et la panique sur les marchés de capitaux avec des outflows de pays tels l'Égypte, etc., se sont calmés. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une fragilité là. Il n'empêche qu'à la suite des crises de change, c'est pour ça que je parlais des grandes crises asiatiques dans les années 90, ou des crises souveraines, on sait maintenant, la communauté internationale, les organismes internationaux savent tout à fait
l'effet complètement dommageable que peuvent avoir ce type de crise suscitée par les marchés à partir du moment où les pays, par ailleurs, sont soit dans un cadre macroéconomique visant à rétablir un certain équilibre ou sont dans un processus de réforme. Or, tous les pays qu'on a nommés sont dans ce contexte-là. Donc, je ne pense pas, si vous voulez, qu'on va vers des crises de change majeures. Néanmoins, la vulnérabilité existe. On peut pas. Mais là, c'est bien réel. C'est bien réel. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il risque d'y avoir, et que là, pour les pays d'Afrique du Nord et les pays d'Afrique subsaharienne, il y a une carte à jouer. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'ancrage dans les chaînes de valeur mondiales, et je ne suis pas du tout la seule à le dire, hein, ça n'est pas ma spécialité, mais enfin on le lit partout depuis le début de la pandémie, c'est je ne pense pas qu'à la fin de cette pandémie, on aura une vision de la chaîne de valeur mondiale identique à celle qu'on avait avant la pandémie. Alors déjà, il y a eu une baisse du commerce mondial ces dernières années, indépendamment de la pandémie, et que je ne pense pas, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique, qu'on va attendre ces composants de l'Asie ou d'autres endroits, ce qui peut poser des problèmes de sécurité. Ça, je pense qu'au travers des industries pharmaceutiques, ça va changer. Et également, il y a toute la question du réchauffement climatique et toute la question de l'impact sur le réchauffement climatique et sur notre désir d'une économie verte, des échanges mondiaux tels qu'on les pratiquait à l'origine. Or, que ce soit les pays d'Afrique du Nord ou même les pays d'Afrique subsaharienne, ils sont beaucoup plus proches des marchés européens que ne le sont les marchés asiatiques. Donc, on a bien compris, c'est plutôt un rapprochement du côté de l'Europe, du côté de Bruxelles, que du côté de Tokyo, ou en tout cas du Pacifique. Une question pour Abdelaziz Lehlou, comment le Maroc peut tirer bénéfice de son retour à l'Union africaine, à l'UA, donc avec la présence de plusieurs acteurs économiques continentaux et notamment marocains? Le Maroc a déjà poussé, avant son intégration à l'Union africaine, a déjà poussé par sa puissance économique. Le Maroc a été l'un des pionniers dans le secteur des télécoms, et puis il a enchaîné par le secteur bancaire, et maintenant avec d'autres industries et sociétés de services. Donc la puissance économique marocaine est là, elle est omniprésente en Afrique. Dans le secteur minier aussi, le Maroc est en train de marquer sa présence de manière très forte. Les Marocains, ce sont des opérateurs crédibles. Ce sont des opérateurs qui s'inscrivent dans la durée. On n'est pas dans un modèle opportuniste. On est là pour s'inscrire dans la durée. On est là pour accompagner le développement de ces pays-là. Et je pense que le politique est là pour faciliter ce qui se passe au niveau de l'économie. On a tout à gagner. Et même l'Afrique, elle est consciente de notre positionnement, de notre posture au sein du continent. Sarah, ça sera la dernière question pour Sarah Bertin. On s'aperçoit, et d'ailleurs vous l'avez très bien évoqué dans vos différentes prises de parole, que la croissance est de plus en plus inclusive. S'agit-il d'un shift Covid, c'est-à-dire temporalité Covid, ou c'est un mouvement, une tendance qui va s'inscrire sur la durée, selon vous, Sarah Bertin? Alors, que ce soit la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale ou même le Fonds monétaire international, tous les organismes multilatéraux poussent pour une croissance inclusive. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Je ne dirais pas hein, que la croissance est plus inclusive partout sur le continent, loin de là. Le Maroc est sous l'égide de son Excellence Mohamed VI, le Maroc pousse pour un nouveau modèle de croissance visant à diminuer les inégalités de richesse, mais également les inégalités géographiques. On a vu dans le cadre de l'Égypte, à la suite de la très forte inflation qui a eu lieu en 2016, que ça touchait principalement les plus démunis, hein, puisqu'on a eu une augmentation du taux de pauvreté
qui est passé en dessous de 30 à au-dessus de 30% de la population. Là, on voit, d'après les chiffres de l'Oxfam, qu'on va avoir 100 millions de pauvres de plus sur la planète en 2020. Donc, pour le moment, on n'est pas encore dans une croissance purement inclusive. Hein. Les inégalités entre les pays ont tendance à diminuer. Néanmoins, les inégalités à l'intérieur des pays ont tendance à se creuser. Et ça, c'est un problème parce que la résilience d'une économie est vraiment liée à la bonne santé de sa classe moyenne et à la bonne santé de son compte courant et de son compte budgétaire. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et que plus une économie est résiliente, moins on évite de fortes volatilités. Or, il se trouve que l'être humain sait pas prendre des décisions en période de grande volatilité. Et que il faut que tous les pays augmentent leur résilience. Oui, c'est quelque chose, développe des buffers. Et l'existence d'une classe moyenne est une manière d'absorber les chocs. Abdelaziz El Hellou, en guise de conclusion. Parce qu'il faut être. Vous êtes comment? Vous êtes très attaché à la parité. C'est Sarah qui a ouvert le bal en début de séminaire. Donc, je vous laisse vous conclure. Abdelaziz El Hellou. Message. Un message d'avenir. On était sur les perspectives d'avenir, croissance d'avenir, Oui. Métier d'avenir, une classe moyenne d'avenir. Voilà. Est-ce que pour vous, on a bien parlé de modèles de développement. Madame Bertin a évoqué le modèle de développement au Maroc. Je pense que c'est très, très bien qu'il y ait un retard du rendu de la commission du modèle de développement au Maroc, parce qu'on est en train de prendre une expérience inouïe, une expérience propre au Maroc et à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale de nouveaux besoins, de nouvelles tendances. C'est très bien de refaire un tour et d'entendre toutes les personnes, les besoins, les nouvelles personnes, les nouvelles visions et la lecture, l'analyse des choses. Et je pense qu'on est sur de très bons pas pour avancer et tirer le meilleur de cette crise. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci à Sarah Bertin, chef économiste pays de la Banque africaine de développement. Merci à Abdelaziz El Hellou, directeur économie chez Attijari Global Research, d'avoir enrichi le débat. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le modérer, à l'animer. J'ai aussi appris encore beaucoup de choses, comme quoi on apprend à chaque débat, à chaque échange, on apprend. Donc, donc ce qui est valable au niveau de l'échange, j'allais dire intellectuel, et les valables aussi au niveau commercial. Hein. Donc, c'est ça qui permet l'élévation de l'homme ou l'élévation des économies. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup en tous les cas. Et remercie également celles et ceux qui ont organisé, qui sont à l'origine de l'organisation de ce webinaire et ceux qui sont, et tous les responsables également techniques, ainsi que les participants à ce webinaire qui, je le rappelle, avait pour thème les économies africaines face au Covid, état des lieux et perspectives dans les 3 régions africaines. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.